En cette fin de journée, j'espère que le programme était intéressant pour vous. On a essayé de revoir le cancer bronchopulmonaire dans sa totalité. Alors, la prise en charge du cancer bronchopulmonaire, évidemment que ça commence par une suspicion clinique. L'âge du patient est important, le tabagisme du patient est important, les comorbidités et le PS. Donc une évaluation clinique est très importante et je profite ici pour annoncer que le questionnaire de la qualité de vie, le QLQ30 de l'équipe de Dr Fenich vient d'être publié dans la Tunisie médicale. Donc actuellement, nous avons un questionnaire de qualité de vie qui est reconnu et en sa version arabe. Donc ça fait déjà partie de la clinique de nos patients. Le diagnostic anatomopathologique, on arrive à l'anatomopathologie. En immunohistochimie, l'anapathe va nous répondre si on est en carcinome à petites cellules ou si on est en carcinome bronchique non à petites cellules. À ce stade, le testing moléculaire est très important. Actuellement, le testing peut se faire dans les hôpitaux ou peut se faire dans le privé. Alors, on dispose du PDL1 et de l'ALK en immunohistochimie à l'hôpital Charles-Nicolle et le PCR, le GFR est fait par PCR à l'hôpital Charles-Nicolle, PDL1 et ALK à l'hôpital Abdelrahman Memi. On peut faire le testing complet, le NGS multiplex, dans le privé, ainsi que le PDL1 dans le privé. Donc il est possible chez tous les patients d'avoir un testing moléculaire complet et un PDL1 complet, aussi bien dans le privé que dans l'hôpital. Pour ce qui est en parallèle le bilan d'extension, la TDM TAP+C est obligatoire. L'IRM a ses indications, l'IRM cérébral, l'IRM cervicothoracique pour les tumeurs localement avancées, le PET scan pour les patients qui sont opérables ou les patients qui sont éventuellement oligométastatiques. Actuellement, à l'hôpital Abdelrahman Memi, on a les médecins nucléaires qui assistent avec nous. Donc, on essaie de façon personnalisée pour les demandes de PET scan qui ont leur OK de la RCP d'avoir un rendez-vous qui soit correct. Sinon, là aussi, il y a le PET scan un peu partout, dans le privé et dans les hôpitaux et sur le Grand Tunis, à l'hôpital Salah Azaïz. Pour ce qui est du diagnostic anatomopathologique, à l'hôpital militaire, nous disposons de l'écho-endoscopie, ainsi que dans le privé. Et donc, une fois le testing moléculaire est fait, une fois le bilan d'extension est fait, le bilan préthérapeutique est fait, on se retrouve avec les deux grandes lignes du CPC et du CBMPC. Les incontournables, évidemment, c'est le sevrage tabagique, l'annonce du diagnostic et la prise en charge psychologique du patient. Et idéalement, tous les patients devraient passer en RCP, mais comme ceci n'est pas possible, on va passer au moins les patients qui vont poser problème. Alors, sur le plan de la prise en charge thérapeutique, pour ce qui est du CPC diffus, l'indication actuelle reste sur la chimiothérapie. Idéalement, et sur le plan de la littérature, on devrait rajouter de l'atezolizumab, sauf qu'actuellement, en Tunisie, l'atezolizumab n'est pas donné pour les CPC. Donc, on reste sur une chimiothérapie, idéalement une irradiation cérébrale prophylactique, s'il y a une bonne réponse. Là aussi, il n'y a pas de problème à faire une radiothérapie, aussi bien à l'hôpital que dans le privé. Pour ce qui est des CPC localisés, le standard, c'est de faire une chimiothérapie avec une radiothérapie et l'idéal aurait été de terminer par du durvalumab en maintenance, mais ceci n'est pas actuellement possible en Tunisie. Nous n'avons pas l'AMM et nous n'avons même pas la molécule, nous n'avons pas de durvalumab en Tunisie. Pour ce qui est des carcinomes bronchiques non à petites cellules, donc le bilan d'extension est fait. Le patient est présenté en RCP, on est peut-être et probablement demandeur d'un PET scan. Le PET scan pourra suffire, mais pas très sensible pour les métastases cérébrales. Donc, il faut faire la TDM TAP+C, faire le PET scan
et devant le moindre doute, c'est une IRM cérébrale qui va infirmer ou confirmer la présence d'une métastase cérébrale. Le PET scan n'est pas sensible. Et on va se retrouver devant des patients qui ont soit de petites tumeurs, de petits ganglions hilaires, et là, ils sont résécables d'emblée. Ça sera une décision de la RCP. Le traitement adjuvant pourrait être discuté par la suite. Si nous sommes devant des patients qui sont T3, T4 avec un N2, ils vont nécessiter un traitement périopératoire après un PET scan, bien évidemment. Ce traitement périopératoire est basé sur une chimiothérapie avec du nivolumab en néoadjuvant, mais le nivolumab n'existe pas en Tunisie et généralement, nos patients en néoadjuvant vont avoir une chimiothérapie classique. Le traitement périopératoire à base de chimiothérapie et nivolumab. Là aussi, il y a des avancées sur le plan de la littérature. Idéalement, on voudrait bien pousser avec ces patients. Ce sont les patients qui ont les meilleurs pronostics, les patients qui sont relativement précoces ou les patients qui sont localement avancés, mais résécables. Mais pour le moment, on est à la chimiothérapie néoadjuvante et non pas à l'immunothérapie. Pour les patients qui ont un N2 multisite, et ce sont les modifications actuelles, entre autres, de la classification TNM. Donc, si c'est un N2 qui est unicite, la chirurgie peut être discutée après un traitement néoadjuvant. Si c'est un N2 multisite avéré par un PET scan, la chirurgie va être difficile et on basculera sur une chimio avec une radiothérapie. Actuellement, on a les prises en charge pour la radiothérapie dans le privé, donc il est possible de faire du concomitant dans le privé, il est possible aussi de faire du concomitant à l'hôpital. Cependant, les demandes restent un peu personnalisées et idéalement, ce sont des patients qui sont passés par la RCP. Donc sur le plan pratique, ce sont des patients qui passent par la RCP, les radiothérapeutes sont présents. Et généralement, au cas par cas, si c'est un jeune qui a 40 ans, qui est candidat à une chimioradiothérapie concomitante, on va démarrer 1 ou 2 cycles de chimiothérapie, le temps d'arranger la radiothérapie et le patient bénéficiera de sa chimioradiothérapie concomitante. Alors, on arrive au stade métastatique. Le testing moléculaire est très important. Est-ce que le patient a une mutation ciblable? On sait qu'il y a des mutations ciblables et d'autres qui ne sont pas ciblables. Pour ce qui est des mutations ciblables, pour ce qui est de l'EGFR. Donc, l'EGFR, je rappelle qu'il pourrait être fait par PCR à l'hôpital Charles-Nicolle ou par NGS dans le privé. Pour ces patients, on devrait prescrire de l'osimertinib en première ligne, actuellement délivré par la CNAM. La fiche RCP peut aider le patient. L'osimertinib, si le médecin voit qu'il peut commencer par l'erlotinib et laisser en second l'osimertinib, l'erlotinib est aussi présent et délivré par la CNAM sans problème. Donc ça, c'était concernant la mutation de l'EGFR. Concernant la translocation ALK, nous avons 2 produits. Nous avons le crizotinib et nous avons l'alectinib avec le papier, avec le résultat dans le dossier, la demande faite, la CNAM ne va pas refuser le traitement. Donc ça, c'était concernant les patients qui sont mutés. Si les patients ne sont pas mutés, on va passer aux CBMPC qui n'ont pas d'addiction oncogénique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, idéalement, c'est de faire une immunothérapie quand on a un PDL1 supérieur à 50%. On n'en voit pas beaucoup des PDL1 supérieurs à 50%, mais ce sont ceux qui posent le moins de problèmes. Nous avons le pembrolizumab, nous avons l'atezolizumab. Nous n'avons pas d'AMM pour le pembrolizumab en première ligne, mais la CNAM refuse initialement, mais par la suite, le patient arrive à avoir son traitement. Pour ce qui est de l'atezolizumab, on a l'AMM en deuxième ligne. Pour les PDL1 supérieurs à 50%, là aussi, on arrive à les avoir. C'est vrai qu'on commence par une chimiothérapie, mais les patients qui sont jeunes, qui ont un PDL1 qui se défend, ils arrivent par avoir leur immunothérapie. Pour ce qui est de l'association immuno-chimiothérapie, pour ceux qui n'ont pas de PDL1 supérieur à 50%, ça reste un peu plus compliqué, mais généralement, on commence par une chimiothérapie et on arrive à les rattraper
idéalement en première ligne avec l'immunothérapie, sinon en cas de progression en immunothérapie de deuxième ligne. La prise en charge des métastases est très importante. On a parlé aujourd'hui des prises en charge des métastases osseuses et on a vu la panoplie très importante du diagnostic qui est importante. Il est possible actuellement de faire une radiothérapie métabolique à l'hôpital. Il est possible de faire la cimentoplastie dans le privé. Il n'y a pas de souci avec les métastases osseuses. Les métastases pleurales, la thoracoscopie, les métastases cérébrales avec la radiothérapie stéréotaxique ou la radiothérapie in toto, c'est fait aussi bien à l'hôpital que dans le privé. Et pour ce qui est des soins de support, il est important de noter que dans les sténoses trachéales tumorales, Dr Cheouch à l'hôpital Abdelrahman Memi dispose actuellement du laser, de la cryothérapie et de la thermocoagulation. Ça existe aussi dans le privé. Qu'est-ce que je devrais dire d'autre? Qu'on a actuellement la prise en charge pour la radiothérapie. Voilà. Donc, globalement, c'est la prise en charge en Tunisie. Les choses peuvent bien s'améliorer. Il faut avoir la volonté. Il faut pousser avec les patients, il faut booster les dossiers parce que finalement, ils arrivent à avoir leur traitement. Donc, il ne faut pas se décourager, bien au contraire. Plus on fait de demandes, même si on n'a pas une réponse à toutes les demandes, mais quand même, on finit par avoir le traitement pour nos patients. Et je vous remercie. Bon, merci pour la présence. C'était une belle journée. On a bien profité. On a bien avancé dans le cancer du poumon. Inch'Allah, d'autres rencontres. Habite juste un rappel. À l'occasion de la journée mondiale, le 7 mai, on va essayer donc comme je vous ai dit, de faire le webinaire le samedi 17 mai. Soyez présents. Il y aura en avant-première, on va dire, les recommandations de la prise en charge de l'asthme chez l'adulte et l'enfant. Au Habit Nkoul, je profite de la présence des chefs de service ici de pneumologie, que nous allons faire une journée de sensibilisation et on tiendra une conférence au sein des hôpitaux, là où il y a des services de pneumo, ça va être plus facile. Il y aura une banderole qui sera certainement mise pour la célébration de la journée mondiale de l'asthme. Et le comité scientifique, enfin le conseil scientifique, va préparer un support qui sera un support qu'on va distribuer, envoyer à tous les services de pneumo. Et on essaiera donc de faire une journée de sensibilisation à part la communication au cours de la maladie asthmatique. Voilà. Je pense que Inch'Allah, à la prochaine fois.